Bonsoir à tous et bienvenue à ce 5e épisode de l'émission hebdomadaire de 7 jours sur Terre. C'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir. Sans plus tarder, voici les deux grands dossiers qu'on a préparés pour vous cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on a appris récemment que le gouvernement du Québec donnait le feu vert au projet éolien à Pouillat, près de Port-Cartier, sur la côte nord du Québec. C'est une nouvelle qui peut sembler fort positive, mais qui est en fait la manifestation la plus récente d'un phénomène insidieux et silencieux, la privatisation tranquille d'Hydro-Québec. Morceau par morceau, la filière éolienne est cédée au secteur privé avec des contrats garantis à long terme. Quels sont les impacts sur notre souveraineté énergétique? Il sera question du manque de vision de la CAQ dans ce dossier et des possibilités pour le Québec. On poursuit ensuite avec le portrait d'un pays qui a fait les manchettes pour toutes les mauvaises raisons dans les dernières années. Le Myanmar, ou la Birmanie, vient tout juste d'être le théâtre d'un coup d'État militaire qui plonge à nouveau le pays dans la dictature et conséquemment dans les bras de son voisin géant, la Chine, qui utilise son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour protéger le régime militaire putschiste. Ce soir, on vous explique pourquoi le Myanmar s'effondre et comment la Chine en tire avantage. Tout ça et beaucoup plus ce soir à 7 jours sur Terre. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 5e épisode de 7 jours sur Terre présente. Allons-y immédiatement avec les deux grands dossiers qu'on a préparés pour vous ce soir. On a appris cette semaine que le gouvernement de François Legault allait relancer le projet d'éolienne à Pouillat, sur la côte nord du Québec, tout près de Port-Cartier. Ça peut sembler une bonne nouvelle. Après avoir longtemps boudé l'énergie éolienne, Hydro-Québec dit maintenant que l'industrie est assez mature pour présenter un projet rentable pour les Québécois. Faut dire que c'est tout un revirement de situation, parce que pas plus tard qu'en 2018, ce même gouvernement Legault mettait le projet sur la glace en disant qu'il était tout simplement pas rentable dans le contexte actuel. Donc qu'est-ce qui a changé exactement? À un moment où Hydro-Québec dort sur des surplus d'électricité considérables et qu'on cherche des opportunités d'exportation pour l'énergie québécoise, on nous annonce qu'il faut en produire encore plus. Il y a là une contradiction qui est pour le moins difficile à ignorer. Ce soir, on examine ensemble ce qui se cache vraiment derrière l'annonce de cette semaine pour exposer un phénomène insidieux et silencieux qui dure depuis maintenant des années et qui se perpétue autant chez les libéraux, chez les péquistes qu'à la CAQ. Ce dont il est question, c'est de la privatisation tranquille, morceau par morceau, de la production d'électricité au Québec. C'est un dossier choquant, frustrant, mais qui mérite qu'on prenne tout le temps nécessaire. Donc restez avec nous puisque ça concerne tous les Québécois et les Québécoises. Prenons l'exemple de cette semaine. Le projet à Pouillat, c'est 57 éoliennes pour 200 MW d'électricité. L'idée, c'est de faire un partenariat avec le secteur privé, une entreprise appelée Boralex, pour développer le parc éolien en collaboration avec les Inuits de la Côte-Nord. Pendant les 30 prochaines années, Hydro-Québec s'engage à acheter de l'énergie à un tarif garanti. Boralex, de son côté, partage les revenus à 50-50 avec les Inuits. À ça, il s'ajoute 500 000 $ par année de redevances pour le Nitassinan et pour Port-Cartier, les deux villes qui vont accueillir le projet. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que ce n'est pas Hydro-Québec qui est le promoteur du projet. Hydro, c'est le client qui achète l'électricité pour ensuite la revendre. C'est un arrangement qui peut avoir l'air un peu étrange. Et c'est normal, parce que la logique voudrait qu'Hydro construise elle-même les éoliennes et qu'elle garde l'entièreté des profits pour les Québécois. Évidemment, il aurait pu y avoir un accord avec les Inuits, tout comme Boralex l'a fait, pour partager les profits de tout ça. Mais au moins le Québec aurait touché l'autre moitié.
Donc la question se pose, pourquoi est-ce que le secteur privé s'enrichit sur le développement éolien au Québec? Est-ce qu'on n'est pas censé avoir nationalisé la production d'électricité? Eh bien justement, ce qui se passe en ce moment, c'est juste la manifestation la plus récente d'un phénomène qui dure depuis des années et qui appauvrit les Québécois collectivement et individuellement. Ce à quoi on assiste, c'est à la privatisation tranquille d'Hydro-Québec. Depuis 2003, en fait, il y a un énorme enjeu autour de la privatisation des filières énergétiques d'Hydro. On parle du gaz naturel, de la biomasse, mais aussi de la filière éolienne, qui depuis le début est exploitée par des entreprises privées. Et tout ça a des conséquences, bien sûr, parce que plusieurs de ces projets-là ont été dénoncés comme des cadeaux politiques dont Hydro-Québec ne voulait rien savoir. En fait, Hydro a été forcé par décret ministériel d'acheter de l'électricité dont elle n'avait pas besoin à des prix non compétitifs. Tout ça pour faire respecter les engagements des politiciens québécois qui tenaient absolument à lancer des projets d'éoliennes, quitte à ce qu'ils ne soient pas rentables. C'était des manœuvres électorales pour prouver qu'ils étaient plus verts que les autres. Les éoliennes, c'était un peu un symbole, en plus d'être une bonne façon de faire du développement régional sans trop forcer. Pour mettre un chiffre sur le problème, la vérificatrice générale du Québec a déterminé qu'en 2009 et 2016, les achats d'électricité éolienne inutiles imposés par le gouvernement Hydro-Québec ont coûté 2,5 milliards de dollars aux Québécois. Selon un analyste indépendant, le gouvernement a tellement imposé d'achats d'électricité inutiles à Hydro-Québec qu'il va être très difficile de dégager des revenus additionnels significatifs dans les prochaines années. Ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement attache tellement les mains d'Hydro-Québec avec des projets qui font pas de sens que c'est rendu les Québécois qui prennent la facture de l'autre côté à travers les rendements réduits d'Hydro-Québec. Et c'est pas que des petites pertes, c'est des milliards de dollars qui passent des poches des Québécois à travers Hydro-Québec vers celles des producteurs privés. En 2011 et 2030, il est estimé que c'est environ 40 milliards de dollars en électricité qu'Hydro va devoir acheter au secteur privé. En fait, déjà en février 2013, Thierry Vandal, le PDG d'Hydro-Québec de l'époque, avouait que les surplus d'électricité d'Hydro étaient attribuables à des décisions politiques qui l'obligeaient à acheter la production d'entreprises privées. Ce qu'il est en train de dire subtilement, c'est que les surplus d'électricité qu'on cherche à exporter aujourd'hui, c'est à cause d'électricité qu'on est forcé d'acheter au secteur privé. Et cette électricité qu'on achète au privé, on la paie jusqu'à 3 fois plus cher que le prix qu'on la revend aux Américains. On nage en plein délire. Et ça, c'est la source d'énormément de tensions chez Hydro-Québec, qui devient une sorte d'instrument politique au détriment de sa rentabilité. Donc quand le projet Apuiat arrive sur la table en 2018, que les libéraux sont au pouvoir, Hydro-Québec sait un peu à quoi s'attendre. Ils vont être forcés d'acheter l'électricité, même si ça fait aucun sens. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Les élections s'en viennent. Il y a une fatigue générale autour des libéraux. La CAQ a le vent dans les voiles. Et tout de suite, elle dénonce le projet en disant que c'est une mauvaise idée, que ce ne sera pas payant et que le Québec s'appauvrit avec ce genre d'entente-là. Chez Hydro-Québec, le PDG, Éric Martel, décide de défier le gouvernement. C'est presque du jamais vu. Il a été nommé par les libéraux et maintenant il sort publiquement pour dénoncer l'affairisme politique qui gangrène Hydro-Québec. Dans les semaines qui vont suivre, on va assister à tout un affrontement politique archi-médiatisé entre le ministre de l'Énergie de l'époque, Pierre Moreau, et le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel. Pour Martel, le projet ne sera jamais assez rentable pour valoir la peine. Il considère que les pertes liées à l'achat de l'énergie du parc éolien d'Apuiat coûteraient 1,5 à 2 milliards d'ici l'échéance du contrat. Tout ça pour créer 10 emplois permanents, ce qui serait l'équivalent de subventionner chaque emploi à coût de 4 millions de dollars par année. Pour lui, c'est un prix trop élevé pour de l'électricité dont le Québec n'a pas besoin. Mais encore plus, pour lui, le grand gagnant dans tout ça, c'est vraiment Boralex, qui se retrouve avec un contrat à long terme, garanti à un prix déterminé,
à un moment où le prix de l'énergie éolienne est en pleine chute libre. Tout ça fait aucun sens. Et pour répondre à Martel, le gouvernement va sortir la cavalerie lourde. C'est Couillard lui-même, le premier ministre, qui va rassurer les Inuits en leur garantissant que le projet allait se réaliser, qu'Hydro-Québec le veuille ou non. François Legault, qui est encore à l'opposition, mais qui se prépare à entrer en campagne électorale, s'indigne que Couillard veuille forcer à Hydro de signer un contrat inutile et ruineux pour les Québécois. Il dénonce que Couillard essaie de pousser le projet juste avant les élections. Parce que si c'est lui qui prend le pouvoir avec la CAQ, jamais un projet comme ça aurait été approuvé. À l'été 2018, après des mois de pression par le gouvernement libéral, Hydro-Québec change de position. Il dit qu'il est prêt à évaluer le projet finalement, qu'Éric Martel ne participera pas aux négociations. La réalité, c'est que derrière les rideaux, le conseil d'administration d'Hydro-Québec est profondément divisé en deux clans. D'un côté, vous avez Éric Martel et ceux qui sont contre le projet. Et de l'autre, vous avez Michael Penner, un proche de Philippe Couillard, et ceux qui sont pour. La nomination de Michael Penner avait été controversée. Pour plusieurs, il n'y avait pas les compétences pour siéger sur le CA d'une société d'État comme Hydro. Donc, quand les négociations finissent et qu'on confirme que le projet va aller de l'avant avec un contrat d'achat d'électricité, ça fait beaucoup de vagues. Les détails commerciaux du projet ne sont pas dévoilés au public et on dit que la signature finale va devoir attendre après les élections générales, en octobre 2018. Ce sera au prochain gouvernement de trancher, de choisir s'il veut vraiment aller de l'avant dans la formule telle qu'est dictée avec Boralex. C'est un peu l'ultime tentative d'Hydro, une chance pour la CAQ de tuer le projet après les élections. Et parlant d'élections, juste avant les élections de 2018, des informations explosives sont publiées dans les journaux, à l'effet que plusieurs anciens du PLQ et ex-hauts placés d'Hydro-Québec travaillent désormais pour le bénéfice des entreprises qui exploitent la filière éolienne québécoise. En d'autres mots, après avoir négocié des contrats avantageux pour les entreprises éoliennes, ils quittaient Hydro-Québec pour justement rejoindre ces mêmes entreprises. Thierry Vandal, par exemple, qui était PDG d'Hydro-Québec de 2005 à 2015, qui est devenu président du Fonds d'investissement en énergie Axium Infrastructure, qui a plusieurs intérêts dans les parcs éoliens du Québec. Le fonds est partenaire avec EDF Énergie Renouvelable, le plus gros producteur d'énergie éolienne au Québec, avec 8 parcs éoliens. D'ailleurs, les 8 parcs ont un contrat d'approvisionnement à long terme avec Hydro-Québec. Sinon, il y a le cas de Lise Croteau, qui était vice-présidente et chef de la direction financière chez Hydro-Québec, avant de devenir administratrice de Boralex, la compagnie qui va maintenant exploiter le projet à Pouillat. Voyez-vous un peu ce qui se passe? Le secteur privé fait construire des parcs éoliens et pour s'assurer que ce soit rentable, il utilise son influence au gouvernement et chez Hydro pour embarrer le Québec dans un contrat garanti à long terme. C'est inacceptable. Et quand la nouvelle est sortie en septembre 2018, ça a seulement donné encore plus de munitions à François Legault, qui voulait en finir avec Apuiat. Quand arrivent les élections en octobre, François Legault est élu premier ministre du Québec et la CAQ est majoritaire. Donc, dans les semaines qui suivent, Legault va aller rencontrer les Inuits en personne pour leur dire que le projet est mis sur la glace, mais qui n'est pas nécessairement mort. Hydro-Québec reçoit plutôt un nouveau mandat de la part de la CAQ. Elle doit trouver un plan B, une alternative à Apuiat qui serait tout aussi bénéfique aux Inuits. Pendant ce temps-là, Legault promet qu'en l'absence d'une alternative, le prochain projet sur la liste d'Hydro va rester à Pouillat, que c'est juste une question de temps, qu'Hydro a trop de surplus. Mais les Inuits ne sont pas d'accord. Pour eux, Hydro doit revoir ses calculs, puisqu'elle exagère ses surplus. Legault va donc s'engager à ce qu'un expert indépendant analyse tout ça et revienne avec des nouvelles projections. Encore plus que ça, avant même de voir les résultats, Legault dit aux Inuits
qui est prêt à présenter une entente formelle qui engagerait le Québec à acheter l'éventuelle électricité d'Apuiat. On est de retour en plein délire. Parce que le problème, c'est pas les surplus, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est le contrat lui-même. C'est la manière dont les Québécois dépensent pour financer eux-mêmes la privatisation de leur électricité. Le problème, c'est le principe, la notion selon laquelle Hydro peut être mandaté par le gouvernement d'acheter telle ou telle électricité selon les intérêts politiques et électoraux du gouvernement. Hydro, c'est pas censé être un jouet pour les politiciens, encore moins une manière de faire des cadeaux au secteur privé à partir du Trésor national. C'est censé être un monopole qui recherche la rentabilité, l'efficacité, le meilleur retour possible pour l'investissement des Québécois. Et ça, François Legault semble l'avoir oublié le jour où il a pris le pouvoir. Soudainement, l'ingérence politique chez Hydro, c'est correct. Et vous pourriez me dire que c'était déjà fait, que le projet était déjà en route et que les Inuits avaient besoin de l'argent. Mais même ça, c'est pas un bon argument, parce que même en choisissant d'aller de l'avant avec le projet, on aurait pu donner le partenariat à Hydro-Québec au lieu de Boralex. Et c'est pas parce qu'Hydro n'a pas la technologie ou que ça l'intéressait pas. En fait, ils ont justement étudié la possibilité de devenir les nouveaux partenaires dans le projet Apuiat, au moment où Legault l'a mis sur la glace. Ça aurait écarté Boralex et ça aurait permis à Hydro d'enfin développer sa propre filière éolienne pour considérablement moins cher que le secteur privé. Encore mieux, les Québécois auraient pu s'enrichir collectivement avec le projet Apuiat, en plus de verser des redevances aux Inuits. D'une manière, ça aurait été un arrangement similaire à celui de la Baie James, un accord qui est souvent cité comme un exemple de succès et un grand vecteur de développement économique pour le Québec et pour les Premières Nations. Tout ça, Hydro-Québec en est consciente. Tous ceux qui suivent le dossier de près ou de loin en sont conscients. Non seulement le Québec rate une opportunité majeure de partenariat avec les Premières Nations, mais en plus de ça, il achète de l'électricité dont il n'a même pas besoin et il l'achète au privé plutôt qu'à lui-même. C'est d'une absurdité difficile à mettre en mots. C'est très important de le comprendre. Hydro-Québec pourrait absolument soumissionner sur les projets d'éoliennes si seulement on lui en donnait la chance. Mais à chaque fois qu'un projet apparaît, on oblige Hydro à acheter l'électricité par décret ministériel plutôt que de la laisser participer elle-même au projet. C'est une décision purement politique. Hydro y a souvent résisté, mais ça reste le gouvernement qui nomme le PDG. Ce qui nous amène à cette semaine, où on nous a annoncé la signature finale du contrat d'achat d'électricité pour le projet Apuiat. C'est finalement Boralex, l'entreprise privée, qui va être partenaire pour le projet. Hydro est donc juste un client, encore une fois. On a repris exactement le modèle des libéraux, de Charest et de Couillard. Tasser Hydro pour faire de la place au privé. Non seulement Legault recule sur sa promesse électorale, mais il perpétue la culture d'ingérence politique qu'il avait dénoncée quand il était à l'opposition. Maintenant, il faut quand même donner la position du gouvernement et celle d'Hydro, qui défendent leur investissement en disant que la situation a beaucoup changé depuis 2018, où le projet a été mis sur la glace. À l'époque des contrats du PLQ et du Parti québécois, le prix de l'énergie éolienne était autour de 10 ou 13 sous par kilowattheure. Quand Apuiat a été présenté en 2018, on parlait de 7 sous par kilowattheure. Aujourd'hui, le gouvernement dit avoir négocié pour 30 ans à un tarif de 6 sous par kilowattheure avec l'inflation. Le gouvernement dit que c'est le meilleur tarif jamais négocié pour un projet éolien et que selon les nouvelles projections d'Hydro-Québec, on va avoir besoin de l'électricité. Et en toute honnêteté, c'est tout à fait possible que les surplus d'Hydro aient été exagérés. Quand on regarde leurs plus récentes projections sur 10, 20 ans, on constate que les surplus ne sont pas si gros que ça et qu'à cause du pic de consommation
qui augmente constamment d'année en année, Hydro a réellement besoin de plus de capacité. D'ici 2030, on parle de l'équivalent du complexe de la Romaine en capacité additionnelle, juste pour les véhicules électriques. Ce que ça veut dire, c'est que c'est loin d'être le dernier projet d'éolienne au Québec. Et d'ailleurs, le premier ministre a concédé lui-même que malgré ses intentions de construire des nouveaux grands barrages, le prix de l'énergie éolienne est rendu assez bas, que ce ne serait pas une bonne option. Mais tout ça ne change absolument rien à l'état des choses et au non-sens du projet Apuiat. Parce que le problème, ce n'est pas juste le prix de l'électricité ou même les surplus. Ça, c'était juste une petite partie. Le gros problème, c'est dans le principe. Si l'énergie éolienne est rentable, alors pourquoi le gouvernement la donne en cadeau au privé? C'est ça la question. C'est ça le problème d'Apuiat et tous les autres projets éoliens, c'est qu'on choisit délibérément de ne pas en profiter et plutôt de donner ce privilège-là gratuitement à des entreprises privées qui sont mortes de rire. Pensez-y un peu, on voit que le prix baisse. Ça a baissé de la moitié en moins de 10 ans. Hydro nous disent qu'ils peuvent le faire, donner les mêmes redevances aux Inuits, mais nous donner l'autre moitié des profits. Et qu'en plus de ça, quand le prix va baisser, on va encaisser la différence. Et au lieu de ça, nous autres, on se vire de bord, puis on donne ça à une entreprise privée avec un tarif fixe, prédéterminé, qui garantit un profit accompagné pendant 30 ans. Je ne sais pas c'est qui le génie qui a pensé à ça, mais j'espère qu'on ne le paye pas trop cher. On est littéralement en train de privatiser la production d'électricité au Québec, morceau par morceau. Parce qu'on se rend justement compte que l'énergie éolienne risque d'être une des voies de l'avenir pour la production d'énergie au Québec, ou du moins qu'il va y avoir beaucoup d'autres projets sur la table puisqu'on exclut les nouveaux barrages et que malgré ça, on donne littéralement notre marché éolien en cadeau aux entreprises privées. Pas besoin de vous dire que c'est un manque de vision qui est très inquiétant. Parce que les barrages ne sont pas éternels et qu'au fur et à mesure que notre hydroélectricité va être remplacée par une plus grosse portion d'énergie éolienne, comme on le voit en ce moment. Si ce secteur-là ne nous appartient pas, on va se trouver à tranquillement perdre notre souveraineté énergétique. Les barrages, ils nous appartiennent. Dans la formule actuelle, les éoliennes ne nous appartiennent pas. Si on choisit d'aller dans l'énergie éolienne, il faut impérativement que ce soit Hydro qui le développe, c'est essentiel. Et il faut qu'on le fasse tout de suite parce que déjà, il y a beaucoup d'autres projets de parcs éoliens sur la table, comme le projet de Mégaparc dans le Bas-Saint-Laurent, qui est 6 fois plus gros que le projet Apuiat et qui installerait des éoliennes à travers le Kamouraska notamment, un des plus beaux paysages du Québec. Tout ça encore dans un partenariat avec le privé, très semblable à Apuiat. Et c'est pas comme si Hydro n'était pas capable de compétitionner ou que le privé était un meilleur partenaire, loin de là. Déjà en 2018, Hydro disait qu'elle serait capable de réaliser le contrat d'Apuiat pour encore moins cher que le fameux 6 sous par kilowattheure, donc moins cher que Boralex et que le privé. On n'aurait même pas besoin de mandater ou d'obliger Hydro-Québec de développer l'éolien, ils le feraient d'eux-mêmes. Tout ce qu'on doit faire, c'est les laisser compétitionner. On est à croiser des chemins. Le projet du Bas-Saint-Laurent il a été présenté après que le gouvernement du Québec ait demandé aux régions c'était quoi leur priorité pour relancer l'économie après la COVID. Il ne faut absolument pas qu'on s'enferme encore dans un énorme contrat sur des décennies avec une entreprise privée alors qu'on pourrait nous-mêmes être partenaires dans le projet à travers Hydro-Québec. Au moment où on se parle, Hydro-Québec opère aucun des parcs éoliens au Québec. C'est toutes des entreprises privées. Si c'est dans l'éolien qu'on s'en va de plus en plus, ça ne peut pas durer. On a la technologie, on a les ingénieurs, on a l'expertise, on a tout ce qu'il faut pour garder notre propre argent dans nos poches. On se souviendra de la campagne Maître chez nous,
du mouvement pour prendre le contrôle de la production d'électricité. Là, on est en train de revenir à la case départ. Petit à petit, avec chaque projet d'éolien, on devient un peu moins propriétaire et un peu plus locataire. De moins en moins des producteurs et de plus en plus des clients, des simples revendeurs. Faut penser à ce qu'on fait là, parce que la technologie décolle, qui est encore tôt, et que si on veut qu'Hydro soit un leader dans cette industrie-là, ben c'est maintenant qu'il faut agir. À Pouillat, il faut que ce soit le dernier projet éolien privé. D'ici les prochaines années, la capacité en énergie éolienne du Québec va augmenter de 25 à 30 % selon les objectifs déjà déclarés. Si on ne change pas immédiatement notre modèle de développement pour cette filière-là, on va continuer à financer directement à partir de nos poches la réintroduction des producteurs privés au Québec. Sans question, sans débat. Ce qui est en jeu, c'est une partie de l'héritage de la Révolution tranquille. Pour un premier ministre qui se dit nationaliste, M. Legault devrait voir un peu plus loin que le bout de son nez, plus loin que le prochain projet. Notre énergie, c'est beaucoup plus qu'une question commerciale ou économique, c'est un intérêt stratégique essentiel. Ce qu'on construit en ce moment, c'est le paysage énergétique pour le siècle à venir. Donc, il faut se poser la question, à quoi ça va ressembler ce paysage-là? Et comment est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Est-ce que ça a vraiment du sens qu'on attache les mains d'Hydro et qu'on l'empêche de développer sa propre filière éolienne au profit de quelques joueurs privés? Poser la question, c'est y répondre. Il est temps qu'on se prenne en main. Alors sans plus tarder, on y va avec notre deuxième grand dossier de la semaine. Vous en avez peut-être entendu parler dans les derniers jours, le coup d'État militaire au Myanmar. Plusieurs d'entre nous, c'est un pays qui peut avoir l'air étranger. C'est rare qu'on entende parler de ce qui se passe au Myanmar et l'écrasante majorité des gens auraient beaucoup de difficultés à l'identifier sur une carte. Mais vous allez voir que c'est une histoire fascinante qui en dit très long sur la manière dont fonctionne le monde. Et encore une fois, sur la partie d'échecs qui se joue entre les grandes puissances. Pour bien comprendre ce qui se passe, on a besoin de contexte. Donc on revient ensemble jusqu'à 1948. La Deuxième Guerre mondiale vient juste de finir. La guerre froide est en train de commencer et un peu partout dans le monde, les grandes puissances sont en train de quitter leurs colonies. C'est la naissance de l'ONU. Et d'avoir des colonies à l'étranger, c'est un peu mal vu. Donc les Britanniques se retirent de la Birmanie après avoir négocié l'indépendance du pays. La Birmanie, c'est le Myanmar qu'on connaît aujourd'hui. Mais dès que le pays accède à l'indépendance, en 1948, immédiatement après, la guerre civile éclate. C'est le cancer des colonies jusqu'à ce jour. Après avoir dessiné arbitrairement des frontières et les avoir défendues pendant des années, les puissances européennes se retirent et c'est là que se manifeste toute l'absurdité des dites frontières. Quand le colonisateur n'est plus là avec ses propres armes pour arbitrer les conflits ethniques, les tensions sociales et les affrontements entre les diverses factions à l'intérieur d'une colonie, les violences font seulement que s'exacerber. Les affrontements se transforment en guerre civile, les conflits ethniques se transforment en génocide et c'est la loi du plus fort qui détermine le gagnant, le groupe qui émerge avec le pouvoir au bout de tout ça. Dans certains cas, ça se fait relativement rapidement, mais dans d'autres cas, ça peut durer des années, sinon des décennies. Et c'est un peu ce qui s'est passé en Birmanie. Quand les Britanniques se sont retirés, le couvert sur la marmite ethnique a explosé. En fait, la guerre civile qui s'en est résultée dure encore aujourd'hui, 70 ans plus tard. Et si vous trouvez ça absurde, ben dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. C'est la plus longue guerre civile active du monde. Parce que la lutte entre les factions s'est jamais vraiment terminée. Souvenez-vous, on est au début de la guerre froide et partout dans le monde, il y a un gros questionnement parmi les peuples sur les mérites du communisme. Et beaucoup disent que c'est la solution, surtout dans un pays comme la Birmanie qui a vécu le capitalisme sous sa pire forme,
à travers le colonialisme. Pour plusieurs, c'est une opportunité de construire quelque chose de meilleur et conséquemment, le mouvement communiste en Birmanie va être très fort. Il faut penser que juste à côté, en 1949, donc au début de la guerre civile, les communistes chinois prennent le pouvoir sur la Chine continentale. C'est une grosse inspiration pour beaucoup de pays autour. En 1962, donc, après des années d'instabilité politique, de gouvernements qui s'alternent et juste d'incertitude sur la trajectoire du pays, l'armée va faire un coup d'État et s'installer au pouvoir. C'est le début de la dictature militaire qui va durer au-dessus de 25 ans. Pendant ces années-là, les manifestations contre le régime sont interrompues par la violence. L'opposition politique est interdite. Les gens sont arrêtés et détenus sans procès. C'est une période autoritaire qui dure jusqu'en 1988 et qui transforme un des pays les plus riches d'Asie en un des pays les plus pauvres d'Asie. Le gouvernement installe un système socialiste qui va pousser le pays à l'isolation avec une doctrine qu'on appelle l'autarcie. Le principe, en gros, c'est juste de dépendre de soi-même, de tout faire soi-même et de rien importer. C'est un peu le modèle de la Corée du Nord, dans le fond. Pendant la dictature, il y a un système d'apartheid qui est instauré contre la minorité musulmane du pays, qu'on appelle les Rohingyas. C'est un système complètement inhumain qui leur interdit la liberté de mouvement, leur retire l'accès au système de santé, d'éducation et qui les bannit de la fonction publique. Encore pire, ça leur retire le droit à la citoyenneté. D'un seul trait de crayon, la dictature birmane va créer une des plus grosses populations apatrides au monde, un peuple sans patrie. Déjà, la situation est une catastrophe humanitaire qui choque le monde entier et la pression commence à monter sur les grands pays pour faire quelque chose. Même à l'intérieur du pays, il y a de plus en plus de manifestations. En 1988, le régime tire à coups de mitraillette sur sa propre population qui manifeste et en un seul soir, il va tuer 3000 personnes. C'est un carnage, un massacre qui passe à l'histoire. Beaucoup de grosses compagnies vont quitter la Birmanie dans les années qui vont suivre à cause de la pression médiatique. Et à travers tout ça, il y a une femme en particulier qui va émerger comme un symbole de l'opposition au gouvernement. Une femme du nom de Aung San Suu Kyi. Elle revient tout juste d'Angleterre où elle a étudié à Oxford notamment. Elle a été fonctionnaire pour l'ONU à New York. Bref, c'est une femme très éduquée qui a connu la démocratie. Quand elle revient au pays en 1988, c'est le bordel le plus total. Donc elle va lancer la Ligue nationale pour la démocratie, un parti politique qui milite pour des élections libres et l'établissement de la démocratie. Ça va faire d'elle une figure très connue de la politique au pays, qui organise des manifestations contre le régime et qui fait de plus en plus de bruit. Donc quand la Ligue nationale pour la démocratie organise d'autres manifestations, Aung San Suu Kyi est arrêtée et détenue, en même temps que 6000 membres de son parti politique. Environ un an plus tard, le régime finit par organiser des élections, les premières depuis presque 30 ans. Et la Ligue nationale pour la démocratie gagne 392 des 492 sièges de l'Assemblée. Aung San Suu Kyi est aux portes du pouvoir. Mais l'armée change son fusil d'épaule et dit que les nouveaux députés ne peuvent pas siéger tant que la Constitution n'a pas été modifiée. Donc il faut en réécrire une nouvelle avant qu'ils prennent le pouvoir. Pour le parti d'Aung San Suu Kyi, c'est de la triche. C'est une manière de nullifier le gouvernement avant même qu'il entre en fonction. Donc il refuse le processus et tout le monde revient à la case départ. Aung San Suu Kyi est assignée à résidence par le régime. Elle devient une forme de symbole de l'oppression au Myanmar. Et en 1991, elle reçoit le prix Nobel de la paix. En 2008, le gouvernement militaire estime qu'il est temps de passer à autre chose, de faire du Myanmar une république, d'écrire enfin une nouvelle constitution et de soumettre tout ça au peuple à travers un référendum. C'est une surprise, c'est un gros pas en avant,
Un bon début, mais c'est pas la fin de la joute politique pour autant. En fait, la nouvelle Constitution réserve le quart de tous les sièges du Parlement pour l'armée. Et c'est pas tout, on ajoute aussi une provision qui dit que toute personne étant mariée à quelqu'un qui n'est pas citoyen du Myanmar ne peut pas être président ou présidente. Parce que la personne qui est vraiment visée, c'est Aung San Suu Kyi, qui est mariée à un Britannique du temps où elle étudiait en Angleterre. Et vous comprendrez que ça cause un certain malaise. D'un côté, l'opposition demande un référendum depuis des années. Tout le monde veut en finir avec la dictature. C'est une opportunité en or. D'un autre, c'est clairement une manière pour l'armée de conserver le pouvoir en truquant la joute politique pour que celui qui gouverne soit encore et toujours dépendant de l'armée. Avec le quart des sièges, le gouvernement ne peut pas se mettre l'armée à dos. Ils vont rester une force dominante dans le paysage politique. Et ça, c'est sans compter Aung San Suu Kyi qu'on tente clairement d'écarter du pouvoir. Le référendum va finalement être gagné par le oui, à 94%, malgré des allégations de fraude et de trucage. Ce que ça veut dire, c'est que la Constitution est adoptée et qu'il y aura des élections en 2010 pour élire un premier gouvernement démocratique. Ou pas. Parce que quand les élections viennent en 2010, la dictature interdit aux membres les plus en vue de la Ligue pour la démocratie de se présenter aux élections. La réaction du parti d'Aung San Suu Kyi, donc, c'est de boycotter les élections et d'appeler la population à faire pareil. Le résultat, c'est que le parti contrôlé par l'armée va gagner le scrutin avec 80% des votes. La dictature est enfin dissoute. L'armée est remplacée par un parti contrôlé par l'armée. Mais quand même, il va y avoir des réformes démocratiques et progressivement le pouvoir de l'armée s'assouplit. Assez en fait qu'en 2015, avec le soutien de la communauté internationale, le parti de Aung San Suu Kyi va gagner les élections générales. Et même si la Constitution lui interdit de prendre la présidence, elle devient une conseillère d'État. Mais la réalité, c'est que c'est elle qui exerce le pouvoir. C'est une présidente sans titre. Mais c'est fragile. C'est extrêmement fragile. Parce que l'armée a encore beaucoup d'influence et que la ligne est mince entre contourner la Constitution et défier l'armée. Et c'est le début d'une relation pour le moins ambiguë entre l'armée birmane et Aung San Suu Kyi. Parce que d'un côté, l'armée a besoin d'Aung San Suu Kyi, sans quoi le gouvernement est illégitime aux yeux de la communauté internationale. Et c'est le retour des sanctions. Et d'un autre, Aung San Suu Kyi ne peut pas bousculer l'ordre établi, puisque l'armée peut la renverser n'importe quand, et que sa présidence même est illégale. Ce qui explique un peu ce à quoi on assiste dans les dernières années au Myanmar. Pour conserver le pouvoir, Aung San Suu Kyi s'est considérablement rapproché de l'armée. En 2016, la campagne de persécution de la minorité Rohingya s'est intensifiée et s'est transformée en génocide. 24 000 personnes ont été tuées, des milliers de femmes sont violées, 116 000 personnes battues, 36 000 sont jetées dans des incendies. C'est un nettoyage ethnique, une campagne de terreur qui marque l'imaginaire du peuple Rohingya et qui crée une des plus grosses crises de réfugiés du monde. C'est au-dessus d'1 million de personnes qui fuient vers l'Inde, la Thaïlande et les autres pays environnants. Aung San Suu Kyi passe donc de héros à zéro. On la critique sévèrement pour son silence, pour son inaction face à la tragédie qui se produit devant elle. En 2019, on va la faire comparaître devant la Cour internationale de justice, où elle va nier l'existence même du génocide. En fait, elle refuse carrément d'utiliser le mot « Rohingya » une seule fois et dit que ce sont eux qui attaquent l'armée et que l'armée fait seulement se défendre. La situation est insoutenable. Visiblement, Aung San Suu Kyi est assise entre deux chaises et ne peut pas parler contre l'armée
sans risquer de replonger le pays dans la dictature. Pour plusieurs, c'est rien de plus qu'une marionnette, une manière pour l'armée de rester crédible et de ne pas se faire sanctionner par les États-Unis. Quand les élections générales reviennent en 2020, c'est encore une victoire de la Ligue nationale pour la démocratie et Aung San Suu Kyi. Mais tout de suite après l'élection, l'armée dit que les résultats sont frauduleux, que c'est un scandale, que ça ne peut pas rester comme ça et que le gouvernement est illégitime. Et c'est ce qui nous amène à cette semaine. Le 1er février dernier, le gouvernement du Myanmar a été renversé par un coup d'État militaire. Aung San Suu Kyi, elle, est arrêtée et emprisonnée. Immédiatement, la réaction interne est très négative. Les gens manifestent dans les rues, ils refusent de retourner à la dictature. À l'international, c'est loin d'être mieux reçu. Les États-Unis menacent le Myanmar de sanctions économiques. L'ONU appelle à la libération immédiate de tous les opposants politiques et le retour à la démocratie aussi vite que possible. Partout, on dénonce le coup d'État. Partout, sauf en Chine, qui reçoit la nouvelle bien différemment que les autres pays. En fait, la Chine refuse de parler de coup d'État. Pour elle, c'est juste un remaniement ministériel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Myanmar est au cœur des intérêts stratégiques chinois et que les deux pays partagent une frontière longue de 2000 km et que la Chine est le principal partenaire économique du Myanmar. Les deux pays ont une relation qui date et la Chine investit des milliards de dollars au Myanmar dans des secteurs hautement stratégiques. À travers les années donc, la Chine a toujours vivement défendu le Myanmar contre tous les reproches que lui faisait la communauté internationale. Vous y avez probablement songé par vous-même. Comment une dictature isolée peut se maintenir au pouvoir aussi longtemps et réussir ensuite un coup d'État sans que l'ONU fasse ou dise quoi que ce soit? Mais c'est simple, c'est que la Chine a un siège permanent sur le Conseil de sécurité de l'ONU et qu'elle s'en sert pour systématiquement bloquer toutes les résolutions qui vont contre le régime militaire. Et il y a plusieurs raisons pourquoi qui en disent long sur la manière dont fonctionne le monde. D'abord, la Chine n'est pas très chaude à l'idée de dénoncer la persécution d'une minorité religieuse, encore moins à parler de génocide, puisqu'elle est accusée de faire exactement la même chose avec sa propre minorité musulmane, les Ouïghours. Une condamnation du génocide des Rohingyas risquerait beaucoup trop d'être un précédent à l'ONU pour une condamnation du génocide des Ouïghours. La Chine plaide qu'elle a le droit de gérer ses minorités comme ça lui chante, donc elle applique la même logique quand il est question des Rohingyas. Ensuite, il y a bien sûr une motivation stratégique et géopolitique qui est très facile à comprendre quand on y pense vraiment. En gros, plus le Myanmar est dirigé par un régime terrible, plus on l'isole du reste du monde. Et plus il est isolé, plus il tombe dans les bras de la Chine, qui devient le seul partenaire possible pour le Myanmar. Le calcul est très simple. Si le gouvernement du Myanmar se normalise, il va inévitablement se rapprocher des États-Unis et des autres puissances, se faire des partenaires à l'international et diversifier ses relations. Pour le dire autrement, un Myanmar instable et isolé est forcément, diplomatiquement et économiquement dépendant de la Chine. Donc depuis des années, le gouvernement chinois se plaît à voir qu'il a le gros bout du bâton et il ne gêne pas pour en profiter. Parce que le Myanmar est un morceau absolument essentiel dans le grand jeu chinois. On l'évoque souvent à 7 jours sur Terre. Un des plus gros problèmes stratégiques de la Chine en tant que puissance, c'est sa dépendance sur les voies maritimes pour exporter ses marchandises et faire venir son pétrole. C'est une vulnérabilité formidable puisque beaucoup du trafic maritime n'a pas le choix d'emprunter des passages extrêmement étroits qui sont contrôlés par la marine américaine,
comme Panama, Suez, Gibraltar ou encore le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca, c'est un passage absolument essentiel pour les marchandises et pour le pétrole chinois. Et c'est un peu le talon d'Achille de l'économie de la Chine. Il serait extrêmement facile pour les États-Unis de bloquer l'accès au détroit dans l'éventualité d'un conflit et ça causerait un dommage incroyable à l'économie chinoise. Ce genre de préoccupation-là, c'est au cœur des prévisions et des calculs militaires de la Chine, qui depuis des années cherche à briser le carcan que la marine américaine a autour du cou. Et c'est précisément là qu'entre en scène le Myanmar. Depuis quelques années, la Chine tente de faire construire au Myanmar un gigantesque projet de port en eau profonde qui permettrait de contourner le détroit de Malacca. L'idée, c'est de bâtir tout un réseau de chemins de fer et de pipelines à travers le Myanmar pour déboucher directement dans l'océan Indien. Pour le gouvernement chinois, ce serait le jackpot. Mais que pour tout ça se réalise, il faut que les États-Unis se tiennent loin, très loin des négociations, puisque tout le monde voit bien ce que la Chine est en train de faire et que le Myanmar est loin d'être le premier pays à tomber dans le panneau. C'est un phénomène très bien documenté, qu'on appelle la diplomatie du piège de la dette. Pour faire une analogie, c'est un peu comme emprunter de l'argent à mafia à des taux d'intérêt exorbitants. Quand vous n'êtes pas capable de payer, il y a un gars qui débarque chez vous, qui ramasse vos clés de char. Après ça, il ramasse vos clés de chalet. Puis finalement, il ramasse vos clés de maison. Vous allez faire quoi? Vous allez appeler la police? La Chine fait pareil, mais avec des pays. Si un pays n'a pas accès au crédit parce que c'est une dictature ou qu'il est trop dans le trouble financièrement, parce que les États-Unis lui refusent, il n'y a pas le choix d'aller voir la mafia et d'accepter les conditions. Donc, dans le vide qui est laissé par les États-Unis et le monde libre, la Chine en profite pour avancer ses propres intérêts. Et pour que ça fonctionne avec le Myanmar, le pays ne peut pas être normalisé. Il ne peut pas s'entre-déchirer, on s'entend, mais il ne peut pas non plus être trop stable. Sans quoi les investissements chinois ne sont pas intéressants du tout pour le gouvernement du Myanmar. En fait, dès que les sanctions internationales ont été levées, le gouvernement du Myanmar s'est mis à remettre en doute sérieusement les investissements chinois qu'il y avait sur son territoire. Pour que le port en eau profonde ne soit pas abandonné, la Chine a été obligée de revoir le prix de 6 milliards de dollars pour le Myanmar à 1 milliard seulement. La Chine tient absolument à son port, est prête à tout, même à le construire à perte. Imaginez maintenant tout le reste, les chemins de fer, les pipelines, les routes. Le destin du Myanmar est devenu absolument indissociable des investissements chinois, qui composent ensemble un énorme projet d'infrastructure qu'on appelle le corridor économique. En 2011, tout de suite après la fin de la dictature militaire, le gouvernement du Myanmar a suspendu les travaux sur un barrage chinois de 3,6 milliards de dollars, un des 20 plus gros barrages hydroélectriques du monde, qui encore aujourd'hui attend d'être terminé. C'est le genre de projet qui faisait du sens quand le pays était dépendant de la Chine, que c'était le seul partenaire possible. Mais avec la fin des sanctions, ça faisait plus de sens. Et tout ça, c'est extrêmement important de le comprendre, parce que quand on sait à quel point le Myanmar est important pour la Chine et qu'on comprend la nature de la relation entre les deux, on réalise que la Chine n'aurait jamais laissé aller un coup d'État militaire directement dans sa cour arrière, où elle a des milliards de dollars en investissement, si ça ne faisait pas son affaire. Et quand on sait à quel point la réussite du coup d'État repose sur l'appui de la Chine comme partenaire économique, mais aussi au Conseil de sécurité de l'ONU, il est difficile de croire qu'elle n'a pas eu son mot à dire là-dedans,
qu'il n'y a pas eu une forme de coordination ou de discussion entre la Chine et les putschistes. C'est-tu drôle? Ça donne qu'il y a un coup d'État chez notre voisin puis que ça fait notre affaire. Ça donne que ce gouvernement-là est moins hostile à nos intérêts stratégiques puis qui nous permet de continuer à être son seul partenaire à l'international. C'est drôle, hein? C'est quasiment arrangé avec le gars des vues. Parlez-en aux Américains. Ils sont responsables d'aucun coup d'État, mais il y en a qui ont fait leur affaire et qui sont drôlement bien tombés. Il y a encore des questions qui se posent sur la manière dont les événements se sont déroulés, sur la préparation du putsch en tant que tel. Au minimum, on sait que la Chine fournit un appui tacite, indirect, mais quand même essentiel à la réussite du coup d'État au Myanmar. Que tout de suite après le coup d'État, il y a eu des discussions entre les membres du Conseil de sécurité pour déterminer ce qui devrait être la réponse de la communauté internationale. Si la Chine avait voulu dénoncer le coup d'État et rétablir la démocratie au Myanmar, elle aurait pu le faire à ce moment-là. Mais justement, qui a dit que la Chine voulait de la démocratie au Myanmar? On l'a vu, c'est loin d'être à son avantage. Donc, appuyée par la Russie, elle bloque toutes les initiatives du Conseil de sécurité et maintient que c'est rien de plus qu'un remaniement ministériel. Quel coup d'État? Il n'y a pas de coup d'État. Avez-vous vu un coup d'État? Non. On ne peut pas dire que la Chine n'a pas le sens de l'humour. Pensons-y à travers le prisme de la réelle politique, du strict rapport de force entre les puissances. Pourquoi est-ce que la Chine ferait libérer Aung San Suu Kyi si tout ce que ça fait, c'est amener le Myanmar plus près des États-Unis et compliquer les plans de la Chine? C'est quoi l'avantage pour la Chine? Il n'y en a aucun. Ce à quoi on assiste, c'est à une belle démonstration du jeu d'échecs qui se déroule en coulisses. Ça nous montre à quel point le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un mécanisme grossièrement inefficace qui porte en lui la graine de son propre échec à travers les droits de veto des membres permanents comme la Russie, la Chine ou les États-Unis. Ça nous enseigne que le système international est mésadapté quand il est question de protéger les peuples vulnérables. Que la seule chose qui compte vraiment, c'est les intérêts de 4 ou 5 joueurs qui traitent de plus en plus le monde comme un jeu à somme nulle. Quand l'un gagne, les autres perdent. Tout ce que prend une puissance doit nécessairement venir d'une autre. Ça transforme la scène internationale en bataille de plus en plus intransigeante, où le moindre compromis est vu comme un cadeau à l'adversaire. C'est pas un climat productif, et s'il y a quoi que ce soit, ça rappelle le climat de la guerre froide, où la suspicion et la logique du jusqu'au boutisme mènent à des cul-de-sac diplomatiques dont il est impossible de se sortir. Au moment où on se parle, il n'y a absolument rien qui indique que la démocratie au Myanmar va être rétabli bientôt. L'armée promet qu'il va y avoir des nouvelles élections dans 1 an. Mais la réalité, c'est que tant que la Chine voit la démocratie et la normalisation du Myanmar comme une menace à sa domination et à ses plans dans la région, la dictature militaire va pouvoir rester en place aussi longtemps qu'elle le souhaite. Maintenant, avant qu'on se laisse, j'aimerais ajouter quelques mots plus personnels sur les Jeux olympiques de Pékin en 2022. Parce que ça nous est tous sorti un peu de la tête avec les derniers mois, mais dans un peu moins d'1 an, vont s'ouvrir en Chine les prochains Jeux olympiques d'hiver. Et honnêtement, je trouve que ça n'a pas de maudit bon sens. J'essaie de le retourner de toutes les manières et j'arrive chaque fois à la même conclusion. Le Canada peut et doit boycotter les Jeux olympiques de Pékin. Je vous donne 4 bonnes raisons pourquoi. 1. Au moment où on se parle, la Chine emprisonne dans des camps de concentration 1 million de personnes, peut-être même 3 millions. Les prisonniers sont des membres de la minorité religieuse ouïghour et à l'intérieur des camps de concentration, la Chine mène des campagnes de prélèvement d'organes, de stérilisation forcée et d'esclavage moderne.
Le régime chinois est accusé de génocide par les États-Unis et plusieurs organisations de défense des droits de la personne. Au Canada, un comité parlementaire a aussi qualifié la situation de génocide. Juste ça, ça devrait être suffisant pour qu'on se retire des Jeux olympiques de Pékin. Deuxième raison, ça n'a absolument aucun sens que le Canada envoie ses athlètes skier dans les montagnes chinoises avec un ensemble de feuilles d'érable comme si de rien n'était, alors que 2 citoyens canadiens sont toujours emprisonnés arbitrairement par le Parti communiste. Je parle bien sûr de Michael Kovrig et de Michael Spavor. Ça fait plus de 2 ans qu'ils ont été arrêtés et Ottawa n'a été capable de faire aucun progrès dans leur dossier. C'est le moment de sortir l'artillerie lourde. Le Canada devrait retenir sa délégation, à moins de pouvoir en garantir la sécurité, ce qui n'est pas le cas dans le contexte actuel. 3. L'exercice d'imputabilité quant à la COVID est loin d'être terminé. Il y a encore énormément de questions autour de l'émergence du virus, mais aussi sur la réponse du Parti communiste chinois, qui a choisi de mentir au monde entier pendant de longues semaines cruciales, qui auraient pu sauver un nombre incalculable de vies humaines. Tant qu'on ne comprend pas exactement ce qui s'est passé, il est pour le moins douteux qu'on récompense le régime avec des milliards de dollars en activités économiques dans le cadre des Jeux olympiques. Et finalement, la 4e raison, boycotter les Olympiques, c'est le moyen de pression le plus raisonnable, le plus réaliste et le plus efficace que le Canada peut appliquer contre le Parti communiste chinois. Historiquement, les Jeux olympiques ont souvent été boycottés par des pays pour des raisons diplomatiques. Ce ne serait pas une première, ce ne serait pas une dernière et on ne serait pas non plus les seuls à le faire. En fait, plusieurs pays considèrent actuellement sauter leur tour pour lancer un signal de solidarité avec le peuple ouïghour. Le Canada pourrait participer à ce mouvement sans s'exposer à des représailles trop sérieuses. Bref, si on a un peu de colonne vertébrale, c'est maintenant le moment parfait pour s'en servir. Des Jeux olympiques d'hiver sans le Canada, c'est loin d'être la même chose. Et l'impact sera encore plus grand si nos alliés choisissent de nous suivre, ce qui est très probable. Donc on a moins d'1 an devant nous. C'est le temps de mettre de la pression et de la mettre maintenant, là où ça fait mal, en boycottant les Jeux olympiques de 2022. Si vous êtes d'accord, parlez-en à vos amis et partagez ce message. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. 7 jours sur Terre, c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.